Il est 13h30, jeudi 3 octobre. Merci de nous suivre, bien sûr, encore et toujours depuis l'Agora pour le sommet de l'élevage. Soyez les bienvenus, vous qui êtes installés à nos côtés. Je salue également celles et ceux qui sont derrière leur écran. Retour d'expérience d'un agriculteur méthaniseur. C'est l'objet de nos 30 prochaines minutes. Une rencontre. Et quelle belle rencontre. On va vous parler de la grande histoire d'un agriculteur méthaniseur qui a été un des pionniers. Mais on va y revenir dans le détail. Bonjour, Franck Rocher. Vous allez bien ? Oui, très bien, merci. Merci à vous d'être parmi nous. Vous êtes producteur de lentilles et vous êtes à ce propos président de l'organisme de défense et de gestion de la lentille verte du Puy. Vous possédez également une unité de méthanisation et vous figurez justement, je le disais précédemment, parmi les pionniers. Vous avez été ceux qui ont été un petit peu visionnaires à l'époque. Et on va justement, pour faire connaissance, remonter le temps puisque vous avez démarré votre carrière en 1997 dans la commune de Sioux-Sainte-Marie en Haute-Loire. Vous prenez cette année-là, en 1997, le relais de vos parents. Vous avez 140 hectares, vous avez 70 vaches, vous produisez du lait et vous partez en Allemagne en 2005 où vous découvrez ce phénomène, on va dire, ce nouveau modèle, la méthanisation, avec des agriculteurs qui se sont emparés de ces techniques. Je vous propose de nous parler justement de cette période de votre vie-là, quand vous démarrez en 97 et quand vous allez en Allemagne pour faire cette rencontre qui va par la suite donner ce projet-là. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans la méthanisation et quels intérêts avez-vous nourri justement autour de la méthanisation, Franck ? Donc pour vous dire, en 97, je m'installe. Je mets à peu près une dizaine d'années à comprendre l'agriculture, comment ça fonctionne et les leviers qu'on peut arriver à en trouver. Donc j'arrive à comprendre un peu tout ça. Je me dis, l'alimentaire c'est complexe. On commence à parler des biocarburants. On a des jachères sur nos terrains qui sont obligatoires. L'énergie, c'est quand même quelque chose qui est valorisant pour l'agriculture. Je me dis, c'est aussi bien que l'alimentaire. L'alimentaire, ça a quand même du mal à être payé. Donc, je trouve sur une revue, un voyage... on part de Charleville, on fait Luxembourg, Belgique, Allemagne, on va voir des sites de méta. Moi j'étais en train de faire ma maison, je coulais ma dalle, j'ai coulé ma dalle, je suis parti le lendemain. On a fait le tour, j'ai vu plein de méta. Je me suis dit, si les Allemands arrivent à le faire, pourquoi j'y arriverai pas ? Il n'y a rien de très complexe, il faut juste suivre des schémas. De fonctionnement. L'énergie, j'étais en train de faire ma maison, j'avais déjà mis une chaudière à céréales. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on ne parle plus. Mais le contexte, il faut bien se rappeler qu'on était sur un contexte de 2010, c'était presque 2005. Donc c'était pas du tout le contexte d'aujourd'hui avec les problèmes, les discussions qu'il y a sur les cultures. Donc moi, je me suis dit, mes parents, ils allaient arriver à la retraite. Gérer les cultures, les vaches laitières, je trouvais ça que c'était quand même très complexe. On n'avait pas assez de marge pour prendre des ouvriers. Les robots traites, ils étaient là, mais ils arrivaient juste, c'était les premiers. Donc je me dis, moi, au lieu de nourrir mes vaches, je vais nourrir un méthaniseur, je vendrai de l'énergie au lieu de vendre du lait. Je trouvais ça cohérent. Ma mère, qui traisait des vaches, au lieu de la faire traire jusqu'à 70 ans, elle était tranquille. Le prix de lait à cette époque-là, c'était 12 centimes. Donc, ce n'était pas le business plan qui était le plus intéressant. C'était vraiment le côté social. J'avais 3 enfants. Je me dis, au moins, je pourrais passer les samedis, les week-ends. Ça sera quand même plus cool que d'avoir des vaches laitières. Donc, mon modèle, il est parti sur de l'énergie qui était presque plus vertueux à cette époque-là que l'alimentaire et gagner au niveau social. Gagner au niveau social, c'est s'affranchir des lourdes tâches qui incombent forcément au quotidien des agricultrices et des agriculteurs. Alors, il faut quand même être un peu fou à cette époque de se lancer dans un projet comme celui-ci. Vous figurez, je le disais, parmi les pionniers, tout comme ceux qui ont été Moritz et Jacques-Pierre Couac, des exploitants installés justement à Chaumes-en-Brie dans le département de la Seine-et-Marne, sont eux avec vous qui ont été les grandes figures. Et quand ils parlent de leur démarrage, je cite, ils disent « Au début de notre aventure, les entreprises nous ont encouragés à rentrer nous occuper de nos vaches. Plutôt que de parler de gaz vert, on nous a fait comprendre qu'on ne faisait pas le même métier. » Est-ce que ce témoignage-là, c'est finalement le même témoignage que vous pouvez partager ou pas ?
Est-ce que vous étiez fou? Je peux pas dire non, parce que c'est vrai qu'il faut l'être un peu, enfin, il faut aimer prendre des risques. Enfin, je suis président de l'Antivert du Puy, je sème 40 hectares de l'Antivert du Puy. C'est aussi du risque. On a des rendements qui sont tellement variables, qui vont de 2 tonnes à 0, voilà, avec une moyenne sur une zone qui est à 5 quintaux hectares. Le risque, j'aime ça, je trouve que si on ne prend pas de risque, on ne peut pas gagner. Donc voilà, moi j'aime ça. Est-ce Je peux dire que oui. Est-ce que c'est encore du risque? Bien sûr, un projet comme ce qu'on évoque, c'est encore un risque à l'heure où la filière s'est développée? Aujourd'hui, il y a quand même moins de risques. Il y a quand même Oui. des paramètres qui sont vérifiés. Aujourd'hui, il y a quand même un point qui est très très important, c'est le choix du constructeur. Aujourd'hui, il y a des constructeurs, il y a des assembleurs. Il y a des mecs qui font une partie, d'autres qui font l'autre partie. Moi, sincèrement, c'est vrai que j'ai eu la chance de tomber sur un constructeur que j'ai choisi parce qu'il menait le projet de A à Z. D'accord. Surtout en 2010, il y avait quand même quelques constructeurs, mais c'était plus des assembleurs. C'est ce que j'ai misé sur un constructeur qui, pour moi, était le plus à même de répondre à mes problématiques, était capable de gérer l'installation. Donc à l'époque, le constructeur, il fait tout, business model, autorisation, cabinet d'études, là où maintenant, il y a tout un tas d'acteurs qui accompagnent la filière. Et voilà, donc on menait un business plan, il fallait des garanties derrière. Voilà, ça, sincèrement, ça a suivi le plan. Franck, vous faites de la cogénération, vous produisiez au début et vous aviez pour objectif de produire 250 kWh. Vous avez doublé la puissance de votre installation pour avoir une production de 500 kWh. Vous parliez justement de votre système de culture à vocation énergétique. Ça, c'est aussi très allemand. C'est ce que vous avez découvert quand vous êtes parti en voyage en 2005. Pourquoi avoir opté pour ce développement qui est maintenant eh bien, plus populaire comme on l'entendait à l'époque? Je ne sais pas pourquoi elle est plus populaire, parce que c'est quand même... Aujourd'hui, quand on parle du bioéthanol, du diester, il y a 5% dans tous nos carburants qui viennent de nos sols, de nos cultures, de nos blés, de nos colzas. On ne se pose pas la question. Je ne sais pas pourquoi il y a un acharnement, voilà, un problématique sur le maïs, les cultures qu'on met dans la méta. Aujourd'hui, on peut investir. Qui veut investir 5-6 millions d'euros quand il n'a pas la pro? Il n'a pas la sécurité de la pro. C'est pas mettre du maïs pour mettre du maïs. C'est juste avoir la sécurité. C'est qu'aujourd'hui, on va travailler sur des contrats de matière, de déchets. Aujourd'hui, un autre méthaniseur se monte à côté, il va récupérer les déchets. On n'a plus de produits. Comment on fait pour tourner? On a la matière qui est dans nos champs. On ne peut pas la mettre dedans. On ne peut pas faire tourner notre installation. Que répondez-vous sur ce sujet? On vous répond derrière, Franck, c'est la souveraineté alimentaire. Et on vous répond comme ça. Qu'est-ce que vous répondez à ces personnes? On en a parlé précédemment. Qu'on fasse l'arbitrage déjà sur les biocarburants. Tout le monde est pour les biocarburants. Pourquoi on va nous bloquer? Aujourd'hui, on a l'impression que la méthanisation, elle a quand même un rôle qui est très social. On fait beaucoup de social en faisant de la méta. Enfin, vous en rendez pas compte, mais on collecte des fumiers. On collecte des fumiers pour capter le CH4 qui peut en sortir. Traiter des fumiers, la rentabilité économique, elle ne marche pas. Elle ne marche pas. Des fumiers qui sont plein de cailloux, qui sont sur des pailles, qu'il faut broyer, il faut passer par des broyeurs, qui risque d'y avoir des pierres. Donc on a des coûts de fonctionnement qui sont énormes. Dans une tonne de fumier, l'énergie qu'il y a, elle est très faible. Et on amène des contraintes. Donc on fait du social pour l'environnement. Et la contrepartie, on n'en a pas. Donc je trouve que c'est quand même aberrant de bloquer ça. Et en plus que c'est sur les biodéchets. Aujourd'hui, on va sur biodéchets, déchets, tous les produits agro-industriels. Aujourd'hui, ils ont une obligation de revaloriser tous les déchets. Aujourd'hui, cette valeur, elle part chez eux. Moi, quand j'ai démarré, on me donnait de l'argent pour traiter des déchets de céréales. Je me permets, mais quand vous dites on fait du social, ça veut dire que la partie économique, à l'heure actuelle, si je vous pose la question frontalement, cette activité elle est plus rentable pour vous? Sur des fumiers, elle n'est pas rentable. C'est très compliqué. Alors, sauf si on a un très gros élevage, tout le fumier est là, ok. Ça, c'est à la marge.
Après, il faut toujours aller collecter. Je travaille avec des agriculteurs autour de chez moi. Ils m'amènent des fumiers, ils m'amènent des lusiers. Voilà, quand on fait 2 km, 3 km, ça va. On ne peut pas aller plus loin, sinon il n'y a plus d'intérêt. Donc aujourd'hui, vouloir... c'est très bien, enfin, il faut le faire, hein. C'est pas ce qui me déplaît, hein. Je trouve que c'est vertueux de faire ça. Mais par contre, on n'a pas des outils juste pour faire du social. Il faut qu'on arrive quand même à en vivre. Quand on investit 4-5 millions d'euros, il faut quand même qu'il y ait un retour sur investissement et qu'on puisse en vivre. Et pour cette raison, on reviendra sur cette question. Vous allez basculer de la COGE à l'injection et vous allez produire du biométhane. En tout cas, vous avez pour projet, mais avant peut-être de répondre à cette question, vous me parliez, on l'a bien compris, une filière de COGE qui, selon vous, est en danger avec une baisse significative des prix qui affaiblit, et vous le dites encore une fois, les producteurs. Quels sont alors les défis? Quelles sont les solutions? Ma question est simple, qu'est-ce qu'il faut faire? Aujourd'hui, l'injection, c'est en développement. C'est une solution qu'on amène aussi à nos industriels qui ont besoin de décarboner leur process qui tourne au gaz. Pour avoir 10% de gaz vert, ils n'ont qu'une seule solution, c'est de passer par le biogaz. Donc les méthaniseurs en est leur solution. Donc voilà, après il y a tous les méthaniseurs qui sont en cogénération. Ceux-là aujourd'hui, c'est dommage parce qu'ils tombent tous un peu dans l'oubli. Le nucléaire a été décarboné. Aujourd'hui, faire de l'électricité verte, on sait faire. Il y a les panneaux photovoltaïques, il y a l'éolien, il y a des solutions. Donc la méthane n'est pas une solution pour faire de l'électricité verte. Mais par contre, elle a permis de développer toute la filière d'injection. Moritz Quack, moi je l'ai vu pendant 4 ans sur des réunions AMF, Association des méthaniseurs de France, où il s'est battu avec les ministères pendant 4 ans, créer le schéma d'injecter. La première fois qu'il a été voir GRDF pour dire on veut mettre du gaz dans vos réseaux, mais c'était fou. C'était un agriculteur qui va venir jouer avec nous. C'était complètement déraisonné. C'est des mecs qui ont fait un travail phénoménal. Ils sont arrivés à casser des codes, à rentrer sur des endroits qui, après, c'est de la technique. Et là-dessus, ils sont énormes. Faire ça. Et par contre, aujourd'hui, on oublie tous les cogénérateurs. On a un tarif aujourd'hui qui permet tout juste aux cogénérateurs de tourner. Il y a des cogénérateurs qui sont en difficulté. Le tarif de rachat, il n'a pas suivi l'inflation. Il est trop bas et c'est quand même dommage. Il y a des solutions d'injection pour certains, mais on ne peut pas faire 50 km de réseau pour amener du gaz. Il faut des dimensions d'installation assez importantes pour pouvoir justifier le réseau gaz. Donc toutes les petites méta 150 kW, 200 kg qui tournent, où il y en a 600, 700, 800 en France, celles-là, elles sont dans la difficulté. Et personne, les gouvernements, voilà, oui, on a un budget qui est déficitaire. Mais par contre, ces agriculteurs, ils ont joué le jeu à un moment. On a dit, il faut de l'énergie verte. Nous, on y va. Ils ont posé les couilles sur leur table. Ils ont mis des millions. Et aujourd'hui, voilà, c'est pas grave, il y a l'injection. On passe à côté. Alors pour comprendre l'opportunité que pour représenter justement l'injection et donc la production de biométhane, vous avez pour projet de vous tourner justement vers l'injection. Ça représente combien en termes de chiffre d'affaires en proportion sur une exploitation moyenne et classique, la production de biométhane en termes de chiffre d'affaires en proportion juste? En proportion 20, 30, 40, 50? C'est 30%. 30%. 30%. Donc diversification de revenus avec cet impact environnemental qui est forcément là aussi très intéressant parce qu'on parle de transition énergétique. Et en plus de ça, on a de nouveaux revenus supplémentaires. Oui, voilà, le biométhane, c'est quelque chose qui est pertinent, que je vous ai expliqué, hein. Donc du coup, il y a un tarif qui est correct, qui permet aux agriculteurs, aux méthaniseurs, voilà, d'en vivre. Voilà, après la méthane, aujourd'hui, il y a des industriels qui essaient d'y aller, hein. Mais ils sont quand même un peu dans la difficulté parce qu'une méthane, c'est comme une vache, c'est comme de l'élevage. Il faut quand même la gérer au quotidien. Il faut avoir un œil presque d'éleveur. Tous les agriculteurs ne pourront pas faire de la méta. Je suis désolé, hein, mais ce n'est pas l'objectif. Moi, j'ai envie que tous les agriculteurs soient contents. Pas mettre des agriculteurs méthaniseurs
qui n'arrivent pas à gérer et qui pètent des câbles. C'est un nouveau métier. Quand la machine tombe en panne, il faut être capable de résoudre l'incident, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, c'est une capacité. On monte sur des chiffres d'affaires qui sont quand même costauds. Tous les frais vont très vite. Donc voilà, je vous dis, moi, ça a quand même été une période qui a été compliquée parce que on change de catégorie en chiffres. C'est pas pour ça qu'on gagne mieux. Mais les chiffres, c'est trop lourd quand on change des pièces qui valent 30, 40 000 euros. Aujourd'hui, et ça peut arriver une fois par an, 2 fois par an. Voilà. Donc les chiffres vont très vite. Franck, on reste sur les chiffres justement. Une installation en moyenne classique, c'est combien d'années et en termes d'investissement pour être rentable et surtout ça coûte combien? Aujourd'hui, je pense qu'autour de 4 millions, là, c'est des installations qui restent à échelle, taille d'une exploitation, voilà, 200, 250 hectares. Voilà, c'est quelque chose qui est cohérent, mais 4 millions d'euros, il faut tourner. Voilà, c'est quelque chose qui semble rentabiliser en quoi? Rentabiliser le temps de rentabilisant. Ouais, voilà, c'est autour de 10 ans, Mm. peut-être un peu en dessous, ça dépend le plan d'appro. Voilà, il y a beaucoup de paramètres. C'est aujourd'hui, comme on fait tous du blé, de la viande, il y a des gens qui arrivent à trouver de la marge sur un prix, d'autres qui auront plus de difficultés. Donc voilà, après c'est tout le côté technique qui permet de trouver de la marge ou d'être plus juste, quoi. Donc sur la capacité économique, j'y résume, environ 4 millions d'euros pour une installation classique avec d'autres paramètres bien sûr à prendre en compte. Rentabilité sur 10 ans, un tiers de chiffre d'affaires supplémentaire grâce à cette activité. Je crois qu'on a fait le tour, Franck. Ouais. On va peut-être se tourner maintenant vers notre public. Avez-vous des questions sur cette séquence, ce retour d'expérience de notre agriculteur méthaniseur, à savoir Franck Rocher? Franck, ça veut dire que c'était passionnant, ça veut dire qu'en fait on a vraiment tout évoqué. Et je suis certain qu'on va peut-être en inspirer certaines ou certains d'entre eux. C'est tout ce que l'on croise les doigts. Bah oui, hein, c'est le but. Hein. C'est quand même une jolie filière. Voilà, c'est passionnant. Vous pouvez leur dire Vraiment, quoi, celles et ceux qui se disent ah tiens, je me gratte la tête, ça fait un peu écho quand même, mais je ne sais pas par où commencer, je n'y connais rien. Vous leur dites quoi, ceux qui nous écoutent là? Non, la méta aujourd'hui, je pense qu'elle a quand même un petit problème sociétal. On veut des méta, mais on ne les veut pas trop chez nous. Là, c'est une filière qui est très jeune. Il ne faut pas oublier, elle a juste 15 ans, pour ne pas dire 10. Parce que moi, j'ai démarré en 2010, mais il a fallu attendre 2011 pour que vraiment le plan méta se développe en France. Donc oui, on a des problématiques. Par contre, on est dans la pertinence, dans la recherche de solutions, de sécuriser, voilà, d'enlever des contraintes. On est sur nos territoires. On a envie de pouvoir discuter avec nos voisins. On n'a pas envie d'être fâché avec personne. Et on ne changera pas de place. Le méthaniseur, il est posé là, on est là. On ne peut pas dire, ils me font chier, je m'en vais. Non. Donc on est là et il faut qu'on soit accepté. Donc on travaille tous dans ce but-là. Aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de la méta. Oui, ça fait de l'activité. Ça fait de l'activité. Mais si on n'a pas d'activité, on n'a plus rien dans nos villages, on n'a plus rien dans nos campagnes. Franck, Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment pour ce témoignage, pour ce retour d'expérience, beaucoup de conviction et beaucoup aussi d'inspiration avec les avis que les uns et les autres peuvent se faire bien sûr sur les sujets qu'on vient de traiter. Merci à vous tous de nous avoir suivis et on vous souhaite une excellente journée ici sur le sommet de l'élevage.